Ça m'égale. Et de participer au challenge. Super. Ok. Voilà, bonjour, chers amis téléspectateurs, on va discuter tout à l'heure de la suite, notamment sur la prospection. Ce sera la deuxième et dernière partie. Voilà. Permettez-moi juste de faire quelques partages. Nous allons commencer dans quelques minutes. Merci. Bien. Donc, bonjour chers amis, chers fidèles téléspectateurs de Marketing TV Monde. C'est toujours un plaisir et un honneur de vous rencontrer sur cette chaîne pour partager des savoirs, partager des expériences. Je crois que le confinement a donné l'occasion à beaucoup de personnes de découvrir l'intérêt de cette chaîne de télévision numérique qui permet très sérieusement d'avoir un autre volet des réseaux sociaux, c'est-à-dire apprendre, gagner notamment, parce que c'est bien de s'amuser comme je le dis avec les réseaux sociaux, mais c'est tout aussi important aussi de pouvoir gagner, de pouvoir apprendre des choses, d'aussi rencontrer d'autres gens, parce que je crois aussi que l'une des idées aussi, c'est que les gens puissent se connaître, puissent se connecter. Voilà, bien. Donc, je vous invite en tout cas à partager le plus possible, à inviter le plus de monde possible à s'abonner à la chaîne,
à suivre les émissions, à donner leur point de vue. J'ai bien aimé toutes ces personnes qui interviennent sur les lives, notamment des profs comme M. Diaby et d'autres profs, posant des questions, etc., apportant des contributions. Je trouve que c'est extrêmement important. Et ça montre vraiment l'intérêt de ce qui est en train de se faire. Voilà, bien. Je voudrais toujours, dans cette même veine aussi, rappeler que nous ne sommes pas en vacances et que l'année blanche, je crois, ne sera pas à l'ordre du jour. Donc, je rappelle aux étudiants en licence, en master, qui ont des mémoires à faire, des mini-mémoires, des projets professionnels, des recherches à faire. C'est le moment de vraiment faire des recherches. C'est le moment aussi de solliciter de professionnels ou de profs qui puissent vous aider à bien faire votre travail. Je crois qu'il faut aussi profiter de ce moment-là pour progresser et ne pas se laisser surprendre par la reprise des études. Et on ne sait pas du tout comment ça va se passer. Donc je crois qu'il vaut mieux se préparer tout de suite pour que quand il y a des examens à faire, vous puissiez être prêt et passer. S'il y a des mémoires qui peuvent être faits éventuellement à distance, vous serez prêt pour présenter votre mémoire. Donc ça, c'est un autre point de sensibilisation que je rapporte notamment. Bien. Alors, la dernière fois, lors de notre entretien, nous avions parlé de la prospection, en montrant que la prospection, c'est le deuxième pendant de l'entreprise pour accroître son chiffre d'affaires, son activité. Hein. On avait dit que pour accroître l'activité, le chiffre d'affaires, l'entreprise avait deux possibilités, soit de fidéliser la clientèle actuelle, enfin déjà de fidéliser la clientèle actuelle, mais aussi de rechercher de nouveaux clients. C'était ça la prospection. Et on avait expliqué comment est-ce qu'on identifie les prospects en parlant de ce qu'on appelle les suspects, c'est-à-dire ceux qui sont intéressés par le produit, ceux qui vont avoir un besoin lié à ce que nous vendons, que ce soit un produit ou un service. Mais j'avais dit qu'il fallait sélectionner parmi ces gens par un deuxième critère, c'est-à-dire ceux qui seraient non pas seulement intéressés, mais qui auraient la capacité d'acheter le produit. Et j'avais dit que ceux qui ont la capacité, ils sont de deux ordres. Il s'agit soit des consommateurs actuels de la concurrence, soit de ce qu'on appelle les non-consommateurs relatifs. Voilà, bien. Et j'avais dit qu'il était important d'organiser l'activité de prospection et de ne pas y aller à l'aveugle. Et pour ça, c'était important notamment d'avoir un certain nombre d'outils. Voilà. Et j'avais dit que la mise en œuvre de la prospection n'échappe pas à la méthodologie du marketing. Voilà, excusez-moi. Ok. Vous me donnez une seconde parce qu'il y a quelqu'un qui parle de musique et j'ai pas mis de musique du tout. Je vais voir ce qui ne va pas parce que je crois pas avoir mis de musique, à moins que la musique vienne de mon téléphone. Excusez-moi, je vais voir si mon téléphone véhicule de la musique. Ah oui, effectivement. Excusez-moi, c'était... Excusez-moi, j'entends pas cette musique-là du tout parce que je porte un micro qui peut-être sert comment tu appelles ça encore? Qui peut-être sert d'écouteur que vous entendez et que j'entends pas du tout et je ne suis pas l'émission en direct aussi. Voilà, donc je voudrais m'excuser vraiment pour cette gêne et je remercie énormément Ndeye Fatou Ndiaye pour son aide. Voilà, bien. Alors, donc je crois que la musique est partie parce que je crois que j'ai arrêté. Attendez, je crois que vraiment ça ne marche plus. Voilà, ça ne marche plus. Voilà, je crois que ça s'est arrêté. Bien. Ok. Alors, donc je disais qu'il était important de comprendre que la prospection suit la même trajectoire, notamment que la démarche du marketing. La démarche du marketing, c'est connaître, s'adapter, agir efficacement pour influencer. Ben, c'est la même chose aussi pour la prospection. Il faudrait s'informer, s'outiller et agir. Et j'avais dit que pour cela, la prospection est aussi une activité et que comme activité, elle doit se manager. Et le management repose sur 4 principes ou sur 4 piliers importants, à savoir planifier, organiser, diriger et contrôler. Et donc, au départ, il fallait avoir un plan de prospection. J'avais expliqué que le plan devait être architecturé comme tous les autres plans d'action,
à savoir c'est quoi l'objectif, la stratégie, les actions à mener, les activités, les acteurs impliqués, les moyens nécessaires, les termes pour chaque action ou chaque activité et ce qu'on appelle les IOV, les indicateurs objectivement vérifiables, qui permettent de faire le suivi et évaluation de la mise en œuvre de l'activité de prospection. Voilà, bien. Alors, maintenant, à côté de ça, j'avais expliqué qu'il y avait, notamment dans la planification, un certain nombre d'activités à mener et j'avais en tout cas mis le doigt sur certaines activités clés. La première activité importante étant d'avoir ce qu'on appelle un fichier prospect. Je crois que j'avais beaucoup insisté sur le fichier prospect qui est un outil décisif notamment pour pouvoir faire sa prospection parce que c'est la démarche connaître, notamment pour avoir des informations, mais c'est aussi une étape qui nous permet de bien sélectionner parce que j'avais dit qu'il y avait une multitude de prospects possibles, mais qu'il fallait en amont définir des critères de sélection pour aller vers les meilleurs prospects parce que même si à travers l'objectif, on met une stratégie basée sur ce qu'on appelle un taux de conversion moyen des prospects, ce n'est juste qu'une moyenne. Pour atteindre l'objectif rapidement, il faut sélectionner les meilleurs prospects. Et c'est ça l'intérêt aussi du fichier prospect. Le fichier prospect aussi nous permet d'envisager la relation avant même que le prospect ne se transforme en client. Il nous permet d'avoir une vue à 360 degrés parce que comme je l'avais dit, un prospect qui ne marche pas aujourd'hui, ben, il peut marcher demain. Un prospect qui est froid aujourd'hui parce qu'il vient de s'approvisionner, on pourra travailler avec lui dans 6 mois, dans 1 an. Il faut juste regarder ce qu'on appelle le taux de renouvellement de l'achat. Voilà, quand on sait que l'achat se renouvelle tous les 3 mois, je viens vous prospecter, ça ne marche pas, ben je vais vous pister pour le trimestre prochain et certainement que j'aurai plus de chance. Mais il faut garder toutes ces informations pour pouvoir en tout cas optimiser l'activité de prospection. Voilà, bien. J'avais dit aussi qu'il était important d'avoir un outil très important qui s'appelle l'argumentaire de vente. Et souvent, comme je le disais quand j'enseignais, parce que maintenant je suis un peu retraité, quand j'enseignais, je disais que quand vous allez à la chasse, vous devez avoir un fusil et que le fusil doit être chargé de munitions pour que vous puissiez abattre pour que vous puissiez gagner, en tout cas, réussir votre chasse. Voilà. Et le fusil, en matière de prospection, en matière de négociation, le fusil s'appelle argumentaire de vente et les munitions s'appellent arguments. Voilà. Et donc, il était important d'avoir l'argumentaire de vente. Et j'avais rappelé, je crois que l'argumentaire de vente est quelque chose de très important dans la vente moderne parce que contrairement à la vente transactionnelle qui est une vente en tout cas qui n'est plus à l'ordre du jour aujourd'hui, on est à l'ère de la vente relationnelle, on cherche à fidéliser les clients pour le plus longtemps possible et pour ça, ça commence déjà dans la phase de prospection, notamment d'établir cette bonne relation. Et donc, notamment, comment vous appelez ça encore, l'argumentaire de vente, on avait dit que c'est des caractéristiques du produit ou du service qui sont un bénéfice, donc un avantage pour les clients et qui sont susceptibles d'être prouvés. C'est pourquoi beaucoup d'enseignants vont vous dire que l'argument, c'est CAP, caractéristiques, avantages, preuves. Voilà. Donc, j'avais dit qu'il faudrait faire ressortir quelles sont les caractéristiques de notre produit qui peuvent être des bénéfices que nous pourrons valoriser auprès de la clientèle. Voilà. Et il faudrait derrière aussi que ces avantages-là, on puisse montrer que c'est vrai. Parce que quand on veut élaborer une relation, quand on veut construire une relation, on ne peut pas dès le départ enlever l'aspect crédibilité. C'est important que les choses soient bien faites, que ce qu'on dit puisse être prouvé, que l'on puisse vraiment engager la confiance avec le partenaire, le prospect, éventuellement futur client. Voilà. Je crois que j'avais rappelé aussi le processus d'élaboration de l'argumentaire de vente. Donc, il y avait plusieurs étapes. Il y avait une étape où il fallait collecter déjà les informations. Je crois que j'avais montré comment. Ensuite, à partir des informations obtenues sur ce que veulent les clients et les caractéristiques de nos produits, moi et mes concurrents, il était important d'en faire ressortir ce que moi j'ai comme argument. Et j'avais dit qu'il y avait 3 situations sur les attentes du client. Soit j'avais des arguments d'attaque, soit j'avais des arguments de soutien, soit je n'ai pas d'argument du tout. Et j'avais dit que ce n'était pas dramatique. Il est important de savoir les points sur lesquels on n'a pas d'argument pour justement savoir en amont comment traiter ces types de situations où on me met face d'une situation où je n'ai pas d'argument. Voilà, bien. L'autre aspect, j'avais dit aussi que l'argumentaire de vente devait être construit, élaboré, écrit. Ça doit être un document écrit, partagé. Ça, c'est très important aussi.
on ne le garde pas. Ce n'est pas un document secret à l'extérieur de la force de vente. À l'intérieur de la force de vente, c'est un document particulièrement important. J'avais dit aussi que la construction de l'argumentaire de vente était un travail d'équipe. Donc, il était important de faire du brainstorming parce que qu'est-ce que les clients nous diront, quelles sont les objections qu'on aura, etc. Ça, il est important de faire un travail d'équipe. J'avais aussi dit qu'il fallait mettre à jour l'argumentaire de vente dans les réunions hebdomadaires ou mensuelles pour que toute la force de vente soit à jour et puisse faire face aux différentes situations qui peuvent se poser en négociation. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'aller en négociation et d'être en face d'un client ou d'un prospect qui vous fait une objection, qui vous demande des éclairages sur vos produits ou vos services et que vous ne soyez pas du tout capable de répondre. C'est complètement dramatique. C'est pourquoi il faut mettre à jour tout le temps, notamment la force de vente. Voilà. Et j'avais dit qu'au-delà de l'argumentaire de vente, il y avait d'autres outils qui étaient importants. Parmi les outils qui étaient importants, il y avait notamment ce qu'on appelle la documentation commerciale et les aides à la vente. Alors, la documentation commerciale, elle est fondamentale. On va en négociation pour conclure une vente. Mais aussi, on va en négociation pour prouver la véracité de nos propos. Donc, pour ça, tous les documents qui permettent au client d'informer les clients, qui permettent au commercial d'informer son prospect, doivent être mis à disposition. D'accord? Quelquefois, les entreprises ont des plaquettes, ont des présentations, des trucs comme ça. Donc ça, c'est important. Quelquefois, le produit fait l'objet d'une fiche produit ou en tout cas d'un document de présentation du produit ou du service. Ça, c'est important que les commerciaux en aient en quantité suffisante pour pouvoir échanger et partager avec le prospect. Je reviendrai sur la quantité quand on parlera de la négociation, parce qu'il est impensable d'aller en négociation, d'avoir par exemple un catalogue de présentation de ses produits tout seul et que les clients n'en aient pas. Donc ça, ce n'est pas une très bonne solution. Ce n'est pas aussi une bonne solution que les clients aient votre catalogue ou en tout cas votre fiche produit et que vous ne l'ayez pas pendant la négociation. C'est très important que chacun d'entre vous tienne le document et que vous puissiez discuter sur la base des documents que vous tenez entre vos deux mains. C'est très important, j'y reviendrai quand je parlerai de la négociation commerciale, éventuellement le mardi prochain. Voilà. Alors, un autre aspect aussi de la documentation commerciale, c'est que vous devez vous rendre crédible. On en parlera aussi. C'est important d'être crédible quand on va en négociation. Pour ça, c'est important d'avoir, par exemple, un truc élémentaire, c'est la carte de visite. Voilà. Un bon commercial, il a sa carte de visite. Vous devez avoir votre carte de visite, pas en votre nom, mais au nom de l'entreprise. Je veux dire, ça va être brandé, quoi. Voilà. Il faut que ça soit la carte de visite qui montre que vous êtes de telle entreprise, que vous occupez telle fonction, qui montre votre nom et prénom. Ça, c'est aussi quelque chose de très important. Voilà. Bien. Dans ces outils-là aussi, il y a tous les outils que vous pouvez utiliser pour faciliter la vente. Voilà. Beaucoup d'entreprises maintenant donnent des supports multimédia, notamment à leurs commerciaux. Parmi ces supports multimédia, il y avait l'ordinateur, mais de plus en plus maintenant, les entreprises préfèrent utiliser en fait comment vous appelez ça encore? Ils préfèrent utiliser les tablettes qui sont plus pratiques, plus petites, plus faciles d'utilisation. Parce que souvent aussi, on a une bonne base de contact avec le prospect dans le futur. Voilà. Parmi ces bases de contact, il n'y a pas que notre numéro de téléphone. Quelquefois, nous avons un site internet, nous avons une page Facebook, etc. C'est l'occasion, quelquefois avec la tablette, de montrer au prospect comment est-ce qu'il peut aller mieux se renseigner, comment est-ce qu'il peut discuter avec nous, etc. C'est une manière aussi de valoriser toute la stratégie de social media ou de community management derrière pour qu'on puisse aussi avoir ce qu'on appelle beaucoup de contacts, c'est-à-dire, comment on appelle ça encore, un multi-contact en fait, si on peut l'appeler comme ça, ou plusieurs touch points, donc des points de discussion et d'échange avec le prospect. Voilà, bien. Il y a aussi que toute la documentation qui permet de prouver votre argumentaire doit être disponible. Donc, au-delà des documents de présentation de votre produit ou service, les documents qui permettent de vous valoriser vous, par exemple votre carte de visite, il y a aussi les documents qui permettent de valider ou en cas de prouver votre argumentation, d'accord? Quand vous allez négocier et que vous avez une certification, ce n'est pas mauvais d'avoir un petit document qui quand même atteste de la certification de votre produit, ça c'est jamais mauvais, d'accord? Quelquefois aussi, vous avez un produit qui nécessite ou un service qui nécessite une démonstration, ben, il faut avoir des outils, que ce soit un ordinateur ou autre chose, ou du matériel pour pouvoir faire la démonstration, pour que les clients, le prospect du moins, comprennent ce que vous lui expliquez, si c'est facile d'utilisation, si ça sert à ça ou ça, que vous puissiez lui faire la démonstration et prouver que c'est vrai, d'accord? Si vous avez aussi des clients ou des partenaires qui vous ont
recommandé ou qui étaient fiers de vous ou qui vous ont écrit, etc., c'est bien d'avoir éventuellement des exemplaires de ces lettres ou en tout cas au moins une base peut-être électronique sur laquelle vous pouvez montrer qu'il y a des clients qui ont été satisfaits, il y a des experts qui vous recommandent, etc. Ça, c'est des choses importantes pour qu'on sache que ce que vous dites est quelque chose de particulièrement vrai et que il y a des gens qui ont déjà expérimenté et qui ont été satisfaits de votre produit. Voilà, bien. Alors, maintenant, l'autre aspect peut-être, et ça je le dis souvent à certains de mes clients, mais je vous le conseille aussi, c'est très sérieusement qu'aujourd'hui, les IT nous permettent de faire plusieurs choses. D'accord? Quelquefois, par exemple, vous avez un produit qui n'est pas facile d'utilisation, etc., mais faites un film. Faites un film que vous mettez sur YouTube, mettez-le aussi sur votre communication digitale, que ce soit votre site internet ou que ce soit sur vos pages. Voilà. Par exemple, je prends un exemple très simple. Si par exemple la Senelec, par exemple, qui vend ses compteurs intelligents, dit oui, mais j'ai souvent des gens qui vont me dire mais ce compteur c'est bien, mais il paraît qu'il y a beaucoup de problèmes pour recharger, etc., etc. Je dis mais c'est pas la peine d'aller tout le temps expliquer. Voilà, faites des films de démonstration. Très bien. Donc, vous faites des films de démonstration pour chaque problème parce que sur les sites internet, souvent, les gens, ils ont des fax à la fois aux questions. Donc, ça nous permet de voir quelles sont les questions qui viennent de manière plus récurrente. Et ensuite, on va faire des films de démonstration qui permettent aux clients à n'importe quelle heure d'aller sur notre site internet, d'aller sur nos différentes pages de réseaux sociaux, ce qui lui permet de voir pour chaque problème, voilà la solution qu'il faut apporter. Et ça, on peut aussi l'utiliser en argumentaire de vente pour présenter nos produits et faire de la démonstration. Ça nous permet d'avoir moins de matériel, mais de pouvoir aussi apporter les meilleures preuves de ce que nous disons. Voilà, bien. Alors, à côté de ça, maintenant, il y a un autre outil qui va être très important. Donc, j'avais dit qu'il y avait la documentation commerciale, mais il y avait aussi ce qu'on appelle les aides à la vente. Les aides à la vente, c'est vrai que les gens utilisent différents termes, mais bon, moi, c'est comme ça que je l'utilise. Je parle de documentation commerciale, donc de matériel de démonstration, mais aussi d'aide à la vente. Les aides à la vente, c'est pas compliqué. C'est quelquefois des outils qu'on va vous remettre pour vous aider à faciliter la conviction du client, c'est-à-dire pour vous aider à réaliser une vente, d'accord? Pour ça, il y a par exemple ce qu'on appelle, comment on appelle ça encore, les offres d'essai gratuits. Quelquefois, par exemple, on va vous dire, OK, vous allez en négociation, le produit il est nouveau ou le produit il coûte cher. Le client, peut-être le prospect, pour le convaincre, ça va être extrêmement difficile. Vous allez lui faire une offre d'essai gratuit. OK? Donc souvent, ceux qui vendent certains types de matériel nouveau ou ceux qui vendent des encyclopédies, etc., des produits un peu chers quelquefois, ils proposent l'essai gratuit. C'est-à-dire, quand j'ai négocié avec le prospect, en certains moments, je me rends compte qu'il est vraiment accroché, mais qu'ils se disent que je ne sais pas, peut-être que ça va me coûter cher, peut-être que ce n'est pas tellement ça, mais ça m'emballe. Il y a une peur, il y a une inhibition. Pour lui permettre de surmonter ça et de passer à l'acte d'achat, ben, ce n'est pas difficile. On va tout simplement lui proposer un essai gratuit. Voilà. Mais l'essai gratuit, il faut qu'il soit encadré, parce que c'est un acte juridique en fait, où on va dire au client, c'est une mise à disposition de produit. Vous mettez à disposition du client un produit en lui disant que vous pouvez l'utiliser pendant une semaine, pendant 10 jours, etc. Mais il faut déterminer les conditions. Qu'est-ce qui va se passer après les 10 jours? Voilà. Et ça aussi, il faut que ça soit documenté. C'est pourquoi l'essai gratuit doit être accompagné, en tout cas, d'une note contractuelle que le client doit signer pour montrer qu'il s'est engagé. Quand je vous donne un ordinateur d'un type nouveau, que vous dites que ok, vous êtes très intéressé, mais bon, vous avez peur, vous ne savez pas si ça va marcher, que je vous dise ok, je vous le laisse en essai gratuit, il faudrait que je vous fasse signer un document qui va dire que je vous le laisse en essai gratuit, il est dans telle situation, vous pouvez l'utiliser dans telles conditions. Si au bout de 10 jours, vous n'êtes pas intéressé par le produit, vous devez me le renvoyer, par exemple par un colis postal ou par un colis DHL, et il faudrait qu'on puisse vérifier est-ce que le produit a été conforme, n'a pas eu de problème, etc. D'accord? Je peux aussi y introduire une clause en disant que si au bout de 10 jours, vous ne me rendez pas l'article, on considère que l'article a été acheté. Ce qui fait qu'en ce moment-là, ça nous permettra de pouvoir valablement définir qu'une vente a été réalisée et d'aller demander au client de procéder au paiement. Voilà. Généralement, ça ne pose pas de problème. Mais il faut vraiment déterminer ces conditions, faire signer le contrat et faire comprendre ça au client pour qu'il n'y ait pas après de difficultés particulières. Donc ça, c'est des aides à la vente qui permettent de finaliser une négociation quand le client ou le prospect en tout cas
continue à douter malgré sa conviction. Bien. Il y a d'autres outils d'aide à la vente qu'on utilise, mais ces outils-là, en fait, ils permettent de faciliter l'entrée en contact. Vraiment, l'entrée en négociation, c'est ce qu'on appelle des cadeaux. D'accord? Généralement, c'est des cadeaux qui sont de petite valeur monétaire, financière, mais qui sont d'une grande valeur, en tout cas sociale, d'une grande valeur affective. Okay? C'est généralement ce qu'on offre comme les... je sais pas moi, les stylos, les porte-clés, les agendas, enfin bon, tous ces petits cadeaux d'entreprise là qu'on offre, généralement, ça permet d'amener le prospect à être un peu plus attentionné, un peu plus attentif, un peu plus gentil, si je peux le dire comme ça. Parce que si je viens en négociation, je vous salue et que dès le départ, je vous propose, je vous offre en tout cas un petit cadeau comme ça, ça me permet en tout cas de créer les conditions de convivialité et en tout cas de vous amener à pouvoir au moins m'écouter, dérouler ma négociation. Voilà. Donc, quelquefois, ça aide, ça peut être très très important dans certains cas. Parce que souvent, quand vous vendez certains produits, le client, enfin le prospect peut ne pas avoir envie même de vous écouter. Mais le fait de mettre un petit cadeau qui de rien du tout, mais qui a vraiment une bonne valeur sociale, ça permet de faciliter l'entrée en négociation et éventuellement de pouvoir aller vers la conviction du prospect. Voilà, bien. Alors, à côté maintenant de ces outils, qui sont les outils les plus importants, l'argumentaire de vente, la documentation commerciale, le matériel de démonstration et les outils d'aide à la vente, vous allez maintenant aller vers la planification des visites, notamment, et de mettre en place les outils d'évaluation en réalité de l'activité de prospection. Pour ça, il faut mettre en place quelques outils. Et ça, beaucoup d'entreprises, malheureusement, ne le font pas, mais je conseille de le faire. C'est un peu fastidieux, en fait. C'est un peu difficile de remplir des documents tout le temps, de faire le suivi, mais à mon avis, c'est d'une importance capitale. Et pour ça, je vous conseille de concevoir un certain nombre d'outils extrêmement simples qui peuvent être exploités et qui permettent après de faire le suivi de la performance de l'activité de prospection. Le premier outil que je vais proposer, c'est tout simplement de faire ce qu'on appelle une fiche de contact. D'accord? Dans le cas où, par exemple, vos prospects, enfin vos commerciaux doivent rencontrer des clients, c'est important de leur demander, avant d'aller sur le terrain, de faire une liste des contacts qu'ils souhaitent rencontrer. C'est très important. Donc, c'est la liste de contacts, la liste des contacts à prospecter. Ce qui fait que la liste peut être pour une semaine, pour 2 semaines, pour 3 semaines ou même pour un mois, ça dépend. Mais l'important, c'est que ça soit au moins pour une semaine. Ce qui fait que le prospect, le commercial, avant de démarrer, va vous dire, moi, voilà la liste des prospects que je souhaite rencontrer dans la semaine. Ça me permet de dire, OK, j'ai un listing des prospects. Alors, maintenant, pourquoi avoir ce listing des prospects? Ça me permet à la fin de la période, c'est-à-dire à la fin, par exemple, de la semaine ou à la fin du mois, d'évaluer en fait votre degré en tout cas votre pertinence dans la prise de contact avec les prospects que vous vouliez voir. D'accord? Et ça me permet de sortir un score. Le score, c'est ce qu'on appelle le taux de prise de contact. C'est le premier score, le taux de prise de contact. Le taux de prise de contact, il nous permet de dire, parmi les contacts prospects, la liste de contacts qui étaient prévus, combien d'entre eux ont été contactés pour un rendez-vous ou pour une rencontre. D'accord? Donc, c'est un premier outil, ou en tout cas, j'ai un premier indicateur, un premier score, qui est notamment le score de prise comment on appelle ça, le ratio de prise de contact. D'accord? Alors, pour avoir ce ratio de prise de contact, ce n'est pas forcément très compliqué. On va avoir un autre outil notamment. Donc, on a la liste des prospects à contacter et on a la fiche de prise de contact. C'est-à-dire, c'est dommage que je n'ai pas les outils. Mais comme je vous l'ai dit, pour toutes les présentations que je fais, si vous voulez avoir de la documentation, on peut vous les envoyer par, comment vous appelez ça encore, en PDF. D'accord? Il s'agit juste de faire la demande. Vous me faites la demande, je vous envoie des documents sur PDF. Je le ferai avec un grand plaisir. Voilà. Donc, quand on a la liste des contacts, ensuite, on a la fiche de prise de contact. Je prends un exemple très simple. Sur ma liste de contacts, je peux dire, OK, sur la semaine, je vais rencontrer Lai Bombasek, voilà, il est DG à TV5, enfin, à Marketing TV Monde, je sors ça, voilà son numéro de téléphone, etc. D'accord? Je le ferai pour Diaby, je le ferai pour Dramé, etc. Je mets ma liste des personnes que je veux contacter dans la semaine. Ensuite, maintenant, je vais imposer à mes commerciaux
pendant toute la semaine, à chaque fois qu'ils prennent des contacts, qu'ils le notent. En disant par exemple, OK, le lundi 25 avril à 10 heures, j'ai pris contact, j'ai téléphoné, donc, ou j'ai envoyé un mail à Lai Bamba Sek. Le résultat, c'est quoi? Il m'a donné un rendez-vous, d'accord? Il m'a demandé de rappeler, ou il m'a dit qu'il n'est pas intéressé, ou bien il n'est pas occupé, et du moins il n'est pas disponible, il est occupé, ou bien je l'appelle, ça sonne, mais personne ne répond, d'accord? Ou bien tout simplement, par exemple, il est hors cible parce qu'il a changé d'activité, etc., etc. Mais en tout cas, ça, ce qu'ils font marketing téléphonique connaissent ça très très bien, ce que je suis en train de dire. Donc, ça me permet de dire, voilà les contacts que je voulais faire. Ensuite, voilà les contacts que j'ai faits. Ces deux outils, je peux les utiliser pour faire ce qu'on appelle maintenant un taux de prise de contact. Le taux de prise de contact, c'est nombre de prospects contactés sur nombre de contacts planifiés. Ça me donne donc un taux de prise de contact. Alors, ça ne s'arrête pas là. Je vais aller vers un troisième outil, c'est le planning de visite. C'est important de ne pas laisser vos commerciaux faire leur propre planning sans que vous ne soyez informés. Soit vous dites à vos commerciaux, je vous donne un planning du lundi au samedi, par exemple, si c'est 6 jours de travail, et vous devez chaque semaine me rendre votre planning, ou bien vous utilisez les outils technologiques modernes. Sans faire de publicité, avec Outlook, par exemple, vous pouvez faire ce qu'on appelle du travail collaboratif. Okay? Ça permet d'avoir des plannings pour tous les commerciaux et de faire le suivi du travail des commerciaux. Et ils pourront, eux, mettre leurs contacts, ceux qu'ils ont rencontrés, enfin, ceux qu'ils ont contactés, et derrière, quelles sont les planifications des visites. Et là, ça me permet aussi d'avoir un autre indicateur très important. L'indicateur important que je vais avoir, c'est le taux de planification des visites. C'est-à-dire, j'ai pris contact avec des gens qui m'ont donné des rendez-vous. OK? Maintenant, il faudrait que je vois parmi ceux qui m'ont donné des rendez-vous, quels sont les rendez-vous que le commercial a notamment planifiés. Ça me permet de savoir, est-ce qu'il planifie bien ces visites? Est-ce qu'il ne va pas rater des rendez-vous? Est-ce que pour toutes les personnes qu'il avait appelées et à qui il avait donné rendez-vous, est-ce que ça s'est traduit par une planification? Donc, ça me donne un taux de planification des visites. D'accord? Bien. Donc, premier outil, c'était le taux de prise de contact. Le deuxième outil, ça va être le taux de planification des visites. OK? Taux de planification des visites, c'est nombre de visites planifiées et nombre de rendez-vous obtenus lors des contacts. Ça me donne le taux de planification des visites. D'accord? Ensuite, je ne m'arrête pas là. Je vais avoir un quatrième outil qui va être notamment ce qu'on appelle les fiches de visite. D'accord? Les fiches de visite ou les rapports de visite, qui ne sont pas des rapports d'activité. Attention, c'est différent. Le commercial doit faire un rapport d'activité hebdomadairement, tous les mois au minimum. Il doit faire un rapport d'activité qui recense l'ensemble des activités qu'il a réalisées. Mais il faut qu'il y ait ce qu'on appelle une fiche de visite client. La fiche de visite client est une fiche très très simple où on va dire, OK, c'est quel jour, qui est-ce que j'ai rencontré, il est de telle organisation, c'était quoi son contact, quand est-ce que j'ai pris le rendez-vous, quel était l'objet du rendez-vous, quel est le résultat que j'ai obtenu à l'issue de la négociation, et dans la dernière partie, on va mettre quelles sont les observations qu'on a obtenues lors de la visite. Est-ce qu'il est intéressé, est-ce qu'il est attractif, etc., etc. Donc tout ça, c'est des choses qu'on peut mettre. OK? Alors, donc, dans cette fiche de visite, l'intérêt, c'est de me permettre de voir qu'effectivement la visite a été réalisée et de voir quel est le résultat qui a été obtenu à l'issue de la visite et surtout quel est le prochain contact, notamment avec le prospect. D'accord? Donc là, je peux sortir un troisième indicateur ou un troisième ratio, ça va être notamment le taux de réalisation des visites. Donc, j'ai les visites planifiées, j'ai les fiches de visite, je peux maintenant faire ce qu'on appelle le taux de réalisation des visites. Donc, le taux de réalisation des visites, c'est nombre de visites réalisées sur nombre de visites planifiées. Donc là, vous avez des outils très simples, qualitatifs notamment, qui permettent de voir comment est-ce que vos commerciaux marchent. Et l'intérêt, c'est que quand ces ratios ne sont pas bons, ils sont vraiment des ratios de 70, 60, 50%, etc., ça nous permet de voir les failles déjà et de chercher à faire en tout cas des échanges avec les commerciaux pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que, notamment, les ratios ne sont pas des ratios qui ont été optimisés? Pourquoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que c'est parce qu'il y a des problèmes logistiques? Est-ce que parce que vous n'aviez pas le temps? Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous n'ayez pas réalisé toutes les visites? Ou bien que vous n'avez pas planifié toutes les visites? Ou bien que sur votre liste, vous n'avez pas contacté tout le monde? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça nous permet de voir les failles et de pouvoir notamment améliorer le processus de prospection pour tout le monde, mais aussi, quelquefois, le problème peut être dû au commercial lui-même. Ça nous permet d'aider
le commercial à se relever, à se mettre sur pied et notamment à pouvoir améliorer ses performances. D'accord? Bien. Alors, donc ça, c'est vraiment des outils très très importants qui permettent d'améliorer en tout cas comment on appelle ça encore, qualitativement l'activité de prospection. Alors, maintenant, je voudrais, avant de vous laisser quand même, vous rappeler que il est important d'avoir d'autres outils qui permettent en réalité aussi d'évaluer vos commerciaux pendant l'activité de prospection, parce que ce n'est pas seulement les ventes qu'on évalue, il faut aussi évaluer l'activité de prospection. Ça, à mon avis aussi, c'est très important. Et je voudrais aussi rappeler que le commercial ne doit pas attendre qu'un manager vienne lui dire que tu as bien travaillé ou mal travaillé. Il doit faire ce qu'on appelle de l'autocontrôle. Il faut vraiment faire de l'auto-évaluation. C'est très important. Ça, c'est vraiment le principe aujourd'hui. Attendre qu'on vienne vous évaluer, ce n'est pas forcément la meilleure chose. Il faut tout le temps faire sa propre auto-évaluation. C'est pourquoi les outils dont je parle tout à l'heure, qui sont des outils qui doivent être en tout cas détenus au moins par le manager commercial, chaque commercial doit l'avoir pour lui-même pour pouvoir s'auto-évaluer et pouvoir prendre des mesures correctives avant même que son manager puisse l'inviter à s'expliquer ou bien qu'il puisse lui-même s'améliorer notamment ou interpeller son manager pour lui montrer qu'il a des faiblesses et qu'il voudrait un appui. Le manager pourra en tout cas plus facilement optimiser lui aussi son temps et voir qui aider et le faire rapidement pour améliorer les ventes. Voilà, bien. Donc, il est important pendant la période de prospection de voir un certain nombre de choses. C'est très important, d'accord? Alors, ces choses à voir, il est important de voir aussi combien de jours de travail aussi mon commercial a travaillé. C'est très important, d'accord? C'est très très important de contrôler le nombre de jours de travail. Parce que si vous avez des commerciaux, quelquefois certaines entreprises ils laissent leurs commerciaux sur le terrain, ils ne viennent rendre compte qu'à la fin de la semaine, etc. Ça pose un vrai problème. Il est important de pouvoir mettre en place un système pour pouvoir, en tout cas, faire je ne sais pas comment on appelle ça encore, faire le contrôle du présentiel terrain et voir comment le faire. Je sais que certaines entreprises comme Seneco, ou en tout cas, etc., ont des systèmes qui leur permettent de voir les commerciaux qui sont allés sur le terrain, est-ce qu'ils sont venus à l'heure, à quel moment sont-ils venus, est-ce qu'ils ont fait leur travail, etc., etc. Donc ça, à mon avis, c'est des choses très, très importantes. Chaque entreprise doit se battre pour savoir est-ce que mon commercial a travaillé. Ça ne veut pas seulement dire est-ce que tu es sur le terrain, il faut mettre en place des outils pour voir est-ce que le commercial a bien travaillé. Voilà. Maintenant, le nombre de jours travaillés, on peut le mettre en relation avec beaucoup de choses. Notamment, on peut voir le ratio sur nombre de visites réalisées sur nombre de jours travaillés. Ça nous permet aussi de voir notamment quel est le taux de productivité de travail quotidien en termes de nombre de visites réalisées. Parce que cet outil, quand on l'a, c'est bon non seulement pour le représentant commercial de savoir en moyenne combien de visites fait-il par rapport au nombre de jours travaillés, mais c'est bon aussi pour le manager commercial pour essayer d'avoir des moyennes ou en tout cas d'avoir des écarts types et de voir comment en tout cas aider les commerciaux à améliorer leur performance. D'accord? C'est important aussi de savoir quel est le nombre de commandes ou en tout cas de ventes qui ont été réalisées par rapport au nombre de visites que le commercial a réalisé. Ça aussi, ça nous permet de voir la productivité du commercial par rapport au nombre de visites de prospection qui ont été réalisées. Voilà, bien. Donc tout ça, c'est des outils qualitatifs qui sont très importants, qui doivent être mis en œuvre pour vraiment améliorer la productivité de la prospection. La prospection, ce n'est pas seulement dire amenez-moi des clients, mais c'est surtout de se dire allons vers les meilleurs prospects et gagnons du temps. Si on a un objectif d'avoir 6000 clients d'ici novembre, l'idéal, c'est de se battre pour l'atteindre en juillet, octobre. Ça nous permet d'accroître nos chiffres parce que n'oubliez pas qu'on est uniquement dans la probabilité, notamment de faire de très très bons chiffres. Voilà, bien. Donc, c'est vraiment les compléments que je voulais apporter. Peut-être un dernier complément très important qui se fait de moins en moins, mais qui peut être quand même très important dans le cadre de la prospection B2B, c'est les lettres d'offres commerciales. Alors, dans certains cas, vous êtes obligé de faire des lettres d'offres commerciales pour présenter votre produit, etc., etc. Donc ça, c'est les choses qui se font. C'est vrai que de plus en plus, les gens le font par email. Hein. Ils envoient des mails pour présenter leurs produits, etc. et amener l'individu à connaître déjà ce qu'ils font avant de procéder à la prise de rendez-vous. Voilà. C'est vrai que c'est toujours optimal de pouvoir informer l'individu de ce que nous faisons, de qui nous sommes, avant de prendre le rendez-vous. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important, parce que même en communication, on va dire que
Quand on prend par exemple l'école de la hiérarchie des effets, on va vous dire que avant d'aller convaincre quelqu'un, il faut d'abord l'amener à connaître ce que vous faites. Donc le AIDA, attention, intérêt, désir, achat. Donc c'est important en amont de vous faire connaître avant d'aller démarcher notamment un prospect. D'accord? Donc pour ça, il y a la lettre d'offre commerciale. Avant, c'est les lettres qu'on faisait, c'est les lettres classiques qu'on faisait. Maintenant, de plus en plus, c'est des mails. Mais le principe reste le même. La lettre d'offre commerciale ou la lettre de présentation de son offre, de son produit ou de son service ne doit jamais dépasser une page. Ça, c'est très important. Ne doit jamais dépasser une page parce que le prospect n'a pas beaucoup de temps pour tout lire. Et quand ce que vous lui proposez ne lui apporte pas tout de suite, il se dit que ça ne m'apporte pas tout de suite quelque chose, il ne gagne pas de l'argent, généralement, il ne va pas prendre beaucoup de temps pour lire votre document. Donc, faites que votre document ne dépasse pas une page. Il ne faut pas que ça dépasse une page. Maintenant, ça n'empêche pas qu'il y ait ce qu'on appelle des pièces jointes. Vous pouvez joindre, par exemple, la présentation du produit, des trucs comme ça, etc. Mais la lettre elle-même, il ne faut pas qu'elle dépasse une page. La structure de la lettre est la même que celle d'une lettre de motivation. C'est très simple. Il y a maximum 4 paragraphes, d'accord? La première paragraphe... vous présentez l'objet de votre lettre, voilà, en évitant les formules que vous connaissez tous, notamment je viens solliciter, je demande, votre grande béatitude, enfin bon, tout ça, toutes ces grandes formules qu'on utilise en communication administrative, on n'utilise pas en communication commerciale, pour une raison très simple. En matière commerciale, on parle au prospect d'égal à égal, quel que soit son statut social, on lui parle d'égal à égal. Donc, toutes ces grandes formules qu'on utilise dans la hiérarchie administrative, on ne l'utilise pas en matière commerciale. Donc, ça, c'est important. Deuxième paragraphe, vous présentez votre entreprise et votre produit. D'accord? Troisième paragraphe, vous mettez en relation, ça va vous présenter quelques arguments que vous pouvez mettre en avant sur votre produit et qui pourraient être des arguments qui accrochent le prospect à qui vous adressez le document. Et la quatrième, le dernier paragraphe du moins, il va servir aux salutations et à projeter la future prise de rendez-vous. D'accord? Donc, vous allez faire la salutation en disant, en attendant de vous contacter notamment ou dans l'attente de vous appeler ou bien en cas de prendre un rendez-vous d'ici une semaine, je vous prie, etc. Là aussi, il faut éviter tous ces grands trucs du genre, je ne sais pas, mais respectueux, je ne sais pas, il faut vraiment éviter. Il y a des formules toutes simples, cordiales salutations, salutations distinguées, etc. À mon avis, c'est plus simple parce qu'on est dans une relation d'égal à égal. Donc ça, c'est important pour notamment la lettre d'offre commerciale. Voilà, bien. N'hésitez pas aussi, quand vous faites une lettre d'offre commerciale, de transgresser les règles de la communication administrative. Ça, c'est important, si vous voulez mettre des mots en couleur ou en gras, faites-le. Parce que quelquefois, ça peut être des arguments ou des mots-clés qui peuvent attirer l'attention de votre prospect. Et c'est très important. Et si la lettre est linéaire, il n'y a rien qui attire son attention, peut-être qu'il peut regarder et passer. Mais si vous êtes sûr que vraiment, en faisant la lettre, vous le connaissez un peu, vous avez mis des bons arguments, ben mettez-les en couleur, mettez-les en gras s'il le faut. Ça va peut-être attirer son attention et ça va lui donner envie, notamment de lire la lettre que vous lui avez envoyée. Voilà. Faites la même chose aussi pour... l'email, il ne faut pas que ça soit long, il faut que ça soit le plus court possible. Voilà. Sauf que dans l'email aussi, il faut aussi bien, très bien travailler l'objet, notamment de votre email. Parce que quelquefois, beaucoup de gens ont des milliers de mails qu'ils n'ont pas lus et le critère, ils ne regardent que deux choses quand ils veulent lire un mail, c'est qui m'a envoyé le mail et c'est quoi l'objet du mail. Donc, c'est important aussi de travailler l'objet du mail pour que le destinataire ait envie de lire notamment ce que vous êtes en train de lui dire. Voilà. Donc, si vous voulez dire présentation d'un nouveau produit ou nous vous présentons une nouvelle offre, ou bien une nouvelle offre d'Avantage Consulting, il va se dire, je m'en fous, ça ne m'intéresse pas du tout. Voilà. Donc, trouvez le bon mot, on pourrait y revenir pour que vraiment, déjà, l'objet puisse être un objet extrêmement attractif. D'accord? Voilà. Bien. Par exemple, si moi je dois envoyer un mail d'offre à par exemple l'Aibomba pour lui présenter l'offre de formation par exemple d'Avantage Consulting, je ne vais pas lui dire voilà notre catalogue, etc. et tout. Non, voilà, c'est ça. Voilà. Donc je veux dire notre nouvelle approche de capacitation ou bien découvrir la nouvelle approche de capacitation de vos équipes commerciales ou découvrir une nouvelle manière, par exemple, ou bien une nouvelle approche d'accroître vos performances, etc. commerciales.
se dire, ouais, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il peut avoir envie de dire, j'ouvre parce que j'ai envie, moi, d'accroître les capacités commerciales. Et quand il va regarder, ben, il n'y aura rien d'autre que ma lettre et bien sûr les annexes que je vais mettre. Et il aura certainement envie de lire. Voilà. Donc ça, il faut vraiment le travailler. Voilà, bien. Je veux aussi dire que quand vous envoyez des mails professionnels, il faut avoir un branding, ça, il faut avoir une signature. C'est très important d'avoir une signature. Beaucoup de gens envoient des mails sans mettre de signature. Il n'y a pas votre nom, il n'y a pas votre téléphone, il n'y a pas votre email, il n'y a rien. Vous envoyez des mails à l'aveugle. Voilà. Quand vous êtes dans une entreprise, demandez à l'entreprise de vous mettre des signatures de l'entreprise. Ça vous permet d'avoir plus de crédibilité. Ça vous permet aussi de présenter l'ensemble des options de contact pour que le prospect puisse vous recontacter par d'autres moyens. Parce qu'un prospect vous lui envoie un mail, il peut être très intéressé tout de suite là. Et il veut vous appeler, bah, il n'a pas votre téléphone. Donc ça aussi, c'est des choses auxquelles il faudrait certainement faire très attention. Voilà, bien. Maintenant, si c'est des lettres que vous envoyez ou des mails, il y a des choses très importantes qu'il faut faire. C'est le délai entre l'envoi du mail et la prise de contact pour un rendez-vous. Ça, c'est un aspect aussi très important, d'accord? Il n'est pas conseillé de prendre rendez-vous avec un prospect tant qu'on n'est pas sûr qu'il a bien reçu le document qu'on lui a envoyé. Alors, si c'est un email, c'est simple. Aujourd'hui, il y a plusieurs logiciels qui permettent, ou bien des applications qui permettent de voir est-ce que votre prospect a reçu le mail, est-ce qu'il l'a ouvert, est-ce qu'il l'a lu. Ça, aujourd'hui, il y a vraiment des logiciels de tracking qui permettent de le faire sur Gmail, sur d'autres. Hein. Ça existe. Vous demandez à vos informaticiens, ils permettent de dire est-ce que le prospect a reçu, est-ce qu'il a ouvert, est-ce qu'il a lu, à quel moment, et même combien de fois il a lu. Tout ça, c'est important. D'accord? Quand c'est des courriers, c'est plus compliqué. Dans les courriers, malheureusement, beaucoup de gens ne passent plus par la poste. Donc, on passe par des coursiers. Mais les coursiers, c'est un gros avantage aussi parce que le coursier peut se renseigner pour voir quand il va déposer. Il peut se renseigner tout bêtement. Oui, mais je viens chercher M. Lai Bambasek pour lui. S'il y a une lettre pour lui, ouais, laissez-le ici. Il peut se renseigner. Oui, est-ce qu'il est là ces temps-ci, etc. Et tout. Il peut trouver de petits renseignements qui nous permettent de voir est-ce que M. Lai Bamba est là, n'est pas là, etc. Quand c'est une lettre physique et que vous êtes sûr que l'individu est dans l'entreprise, donnez-vous un délai d'au moins 2 jours avant de pouvoir appeler pour faire la prise de rendez-vous notamment. Alors, concernant maintenant la prise de rendez-vous, là aussi je voudrais vraiment vous donner quelques conseils très très importants. Ceux qui ont fait le phoning le connaissent très très bien, mais peut-être les autres un peu moins, donc on va quand même rappeler quelques règles très importantes, notamment du phoning, ça de la prise de rendez-vous. N'oubliez jamais que quand vous appelez une entreprise pour prendre un rendez-vous, l'objectif n'est pas de présenter votre produit, l'objectif n'est pas de négocier, l'objectif c'est de prendre un rendez-vous. Ne l'oubliez jamais. Voilà. Donc, je conseille toujours, même moi je le fais, je continue à le faire, et je crois que je continue à le faire tout de suite, tout le temps du moins. Quand vous devez prendre un rendez-vous, écrivez sur une feuille devant vous ce que vous voulez dire. N'ayez jamais confiance en vous au point de ne rien écrire. Écrivez ce que vous voulez dire. Parce que vous ne savez jamais quand vous appelez, dans quelles conditions est-ce que vous allez tomber. Ça peut vous déstabiliser. Donc, écrivez toujours ce que vous voulez dire. Maintenant, quand vous appelez, d'abord vérifiez que le numéro que j'appelle est le bon. C'est très important. D'accord? Quand vous appelez et que vous tombez sur une personne, normalement, un bon standardiste présente son entreprise. Mais il y a des cas où la personne ne présente pas son entreprise. Ça va juste être allô. Quand la personne vous fait allô, n'oubliez jamais de faire ce qu'on appelle les closes. Les closes. Donc ça, c'est important. On clôt. On cherche à s'assurer qu'on est avec le bon interlocuteur ou bien on est sur le bon numéro. On close, on vérifie. C'est ce qu'on appelle le closing en phonie. D'accord? Donc, quand j'appelle l'individu me dit « Allô », je vais dire « Bonjour madame, bonjour monsieur, est-ce que je suis bien à l'accueil de Marketing TV Monde ?» pour m'assurer que c'est ça. Si la personne me dit non, je saurai que c'est un faux numéro, donc j'ai fait une erreur sur le numéro. Si la personne me dit oui, je vais passer à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est quoi? C'est me présenter. Quand vous appelez, ayez la politesse de vous présenter. Et quand vous présentez, c'est jamais oui, bonjour, c'est Mohamed Khan. Non, voilà. D'accord, je suis bien à l'accueil de Marketing TV Monde, madame.
Oui, merci. Bien, je m'appelle Mohamed Moujtaba Kane, je suis représentant commercial d'Avantage Consulting. Je souhaite parler à Monsieur Laïban Bassek, s'il vous plaît. Merci. Ok. Donc, vraiment, on enchaîne et on est directif dans sa demande. Et ça, c'est une technique aussi qui est utilisée pour pouvoir bloquer ce qu'on appelle le filtrage. D'accord. On a une assurance en soi et puis on bouscule l'autre avec beaucoup de gentillesse, avec beaucoup de courtoisie, mais on a de fortes chances d'y aller et ça donne l'impression à l'autre qu'on est un expert, qu'on sait de quoi on parle. Et en général, la personne a vraiment peur quelquefois de vous arrêter. Ça vous permet vraiment d'y aller. D'accord. Donc, présentez-vous et demandez votre interlocuteur. Votre interlocuteur, pour vous présenter, présentez votre prénom et nom, votre fonction, votre entreprise, ne l'oubliez pas. Maintenant, demandez exactement votre interlocuteur. C'est très important. Ok. Avant, c'était compliqué. Mais maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est facile. D'accord. Je ne peux pas, par exemple, aller chercher le directeur marketing d'une entreprise et me dire « Oui, je souhaite parler au directeur marketing ». Si vous dites « Je veux souhaiter au directeur marketing », vous avez de fortes chances de tomber sur ce qu'on appelle le barrage. Le barrage soit du réceptionniste, soit le barrage de la secrétaire. Vous risquez d'avoir des barrages énormes. Parce que la personne se dira que celui qui m'appelle ne connaît pas son interlocuteur. Donc, puisqu'il ne le connaît pas, par exemple, les secrétaires ont tendance à protéger leur patron sur ce qu'on appelle des activités de procrastination, enfin de procrastination, plutôt des activités chronophages, donc de perte de temps. La secrétaire va dire, puisqu'il ne connaît pas mon directeur, il ne sait pas, donc je vais essayer de lui dire, il n'est pas là, rappelez plus tard, etc. Ou je vous rappelle et on ne va jamais vous rappeler. Donc, pour vous donner des chances, allez sur LinkedIn, allez sur Facebook, allez sur tous ces réseaux où en général les gens s'inscrivent et disent où ils sont et qu'est-ce qu'ils font. Donc, ça me permet, si je veux aller parler au directeur commercial de Marketing TV Monde, parce que c'est à lui que je veux parler, je peux aller sur les réseaux sociaux et me renseigner. Je saurai que c'est peut-être, voilà, monsieur Dramé, qui est le directeur commercial de Marketing TV Monde, etc. Et ça me permettra, au lieu de dire je souhaite parler au directeur commercial, je dirais je souhaite parler à monsieur Dramé, directeur commercial. Voilà. Et là, ça donne plus de punch. Et la personne qui est en face de vous va plus faire attention en se disant attention, cette personne appelle de manière adressée, notamment en disant très clairement à qui est-ce qu'il veut parler. Ça permet en tout cas de réduire les barrages et de vous amener à avoir votre interlocuteur. Voilà, bien. L'autre aspect, c'est que quelquefois, vous avez des barrages, c'est vrai, des barrages très très simples, du genre il n'est pas disponible, c'est quoi l'objet de votre appel, etc. Voilà. Là aussi, ce n'est pas la peine de trop inventer des choses, ne dites jamais des choses qui ne sont pas vraies, comme je l'ai dit, vous êtes dans la relation, d'accord. Donc vous dites, écoutez, c'est pour prendre son avis personnel, c'est pour lui présenter un nouveau produit, c'est pour justement vous... voilà, donc vraiment, essayez un peu d'être dans la présentation de ce que vous faites, mais enrobez-le et évitez de dire des choses qui ne sont pas vraies. Voilà. Par exemple, il ne faut jamais dire c'est pour prendre son avis. C'est pour je suis son ami, ou bien c'est une connaissance, ou bien voilà, des trucs comme ça. Ça, il ne faut jamais vraiment le dire, il faut vraiment dire des choses plutôt vraies. Par exemple, il y a des subtilités très simples, c'est pour prendre son avis personnel. Voilà. Pour prendre son avis personnel, sur quoi? Sur une nouvelle offre que nous sommes en train de développer et pour laquelle il avait vraiment manifesté un intérêt. Voilà. Donc ça, par exemple, la personne peut se dire, je n'ai pas le choix, je suis obligé de lui donner. D'accord, voilà. Bien. Donc ça, c'est des choses assez intéressantes sur lesquelles je voudrais quand même que vous puissiez réfléchir. Hein. Mais ne jamais mentir en disant, je le connais, etc. Il m'avait demandé de l'appeler, ce que les gens font quelquefois. Et souvent, quand vous tombez sur des cas comme ça, vous êtes grillé, quoi. La personne va dire, je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais contacté, vous dites que je vous ai même demandé de me rappeler, c'est pas vrai, vous êtes un menteur, etc. Donc ça, il faut éviter, d'accord? Alors, je sais que quand j'étais commercial, c'était quelquefois très difficile d'avoir des prospects. On utilisait des techniques très très simples. Par exemple, l'idée c'est de se dire, on appelle les prospects à certaines heures, sachant que les patrons quelquefois, enfin ici, ça y est de patrons, hein, ça de chefs d'entreprise ou de cadres sup qui travaillent lourdement. Donc on sait souvent qu'à partir de 17h30, 18h, généralement, ils sont seuls à leur bureau. Quand on appelle, on peut tomber sur eux. Il y a aussi le fait qu'il y a certains patrons qui sont très très tôt. Des gens comme l'ancien Saro, là, qui à 7 heures sont au bureau. Voilà. Donc, quand on appelle à 7 heures, quelquefois, on a la chance de tomber sur eux. Voilà, bien. Mais n'hésitez pas à, en tout cas, utiliser les bonnes approches. Généralement, ça marche. Voilà. Maintenant, il y a un cas où vous tombez sur une secrétaire extrêmement coriace qui va vous dire, oui, mais c'est quoi l'objet de votre appel? Il n'est pas là, il est en réunion, etc. Voilà, je vais vous rappeler et tout. Dans ce cas-là, vous dites, c'est pas la peine d'insister. Vous dites, écoutez, madame, est-ce que c'est vous qui gérez son planning? Si elle vous dit oui, vous dites, justement, je souhaite convenir d'un rendez-vous avec lui. Voilà, donc vous lui dites que vous voulez juste un rendez-vous parce que c'est la secrétaire qui gère son planning. Parce qu'il y a des gens qui font gérer leur planning à leur secrétaire. Et dans ce cas-là, vous avez la chance, une secrétaire qui gère le planning. Voilà. Maintenant, pour faire ce qu'on appelle
une prise de rendez-vous, notamment, il est important en matière commerciale de savoir qu'on ne peut pas perdre son temps. Et qu'un principe important dans la prise de rendez-vous avec les clients, c'est le principe de la concentration géographique. On ne peut pas prendre un rendez-vous le matin pour le centre-ville et le deuxième à Mbao, c'est impensable. Voilà. Donc, quand je prends des rendez-vous déjà en amont, avant même de contacter les gens, il faudrait que le listing que je prends soit un listing de gens qui soient dans la même zone géographique. Ça me permet de gagner du temps et d'optimiser mon temps de visite, d'accord? Et je pourrais savoir le lundi dans quelle zone est-ce que je suis, le mardi, le mercredi, etc. Et ça, l'avantage est que quand, par exemple, vous devez demander un rendez-vous et vous-même, vous ne pouvez pas subir, en fait, la date qu'on vous propose. Parce que la personne peut vous proposer une date ou une heure qui ne vous convient pas et qui est très loin de là où vous serez pour votre rendez-vous. Donc, dans ce cas, il y a une technique commerciale utilisée qui est très simple, c'est ce qu'on appelle la technique de la fausse alternative, d'accord? C'est-à-dire, je vais dire, oui, madame, vous gérez son planning? La personne vous dit oui, vous dites, justement, je souhaite convenir d'un rendez-vous avec lui. Alors, est-ce qu'il serait plutôt disponible le lundi vers 15 h ou plutôt le jeudi vers 10 h? D'accord? Je donne deux dates qui sont les dates sur lesquelles je suis sûr d'avoir des bons créneaux et de ne pas être loin de ma zone de travail. Voilà. Et la personne va faire semblant de choisir en disant oui, mais lundi, non, lundi c'est un peu short, mais écoutez, plutôt le jeudi à 10 h. Je dis merci beaucoup, madame, donc on va retenir le lundi à 10 h. Donc vous confirmez. Donc la personne va vous donner une date qui correspond à la date que vous vouliez avoir. Donc vous lui donnez le choix, mais en réalité c'est vous qui gérez réellement votre temps. Donc c'est pourquoi on parle de fausse alternative. C'est une alternative que vous donnez à l'autre, mais vous êtes vraiment le garant, ou en tout cas vous êtes derrière, en fait vous gérez votre temps, d'accord? Quand vous obtenez un rendez-vous avec une secrétaire ou même avec votre principal interlocuteur, n'oubliez jamais de confirmer et de documenter. Voilà. Bon, écoutez, madame, donc faites ce qu'on appelle une reformulation. Je vais noter sur mon agenda. Donc, si je retiens bien, nous avons rendez-vous à telle heure, etc., etc. Voilà. Donc, vous amenez l'individu à confirmer avec vous la date du rendez-vous. Voilà. Bien. N'oubliez jamais aussi quelque chose de très important, c'est que quand vous prenez un rendez-vous avec un prospect, essayez de prendre au moins son email. Ça vous permet aussi de pouvoir comment on appelle ça encore, préparer ou en tout cas de planifier le rendez-vous sur des outils modernes, comme par exemple Google Agenda, d'accord? Ou sur d'autres outils de gestion d'agenda partagés. Ça vous permet par exemple, si vous avez le rendez-vous à 10 h, de préparer notamment un événement, un rendez-vous avec Monsieur Diop, d'accord? Vous mettez la date, l'heure, la durée, l'objet, tout ça, vous avez le temps, vous pouvez le mettre, vous mettez le lieu, etc. Et surtout, vous partagez ce rendez-vous avec lui pour l'amener à le confirmer, ce qui fait que s'il le confirme, ça entre sur l'ensemble de ses supports, que ce soit son téléphone ou son ordinateur. Et dans les notifications, prévoyez toujours notamment une notification, par exemple 45 minutes ou 1 heure de temps par email et 30 minutes ou 45 minutes notamment par une notification sonore sur son téléphone. Ça permet, si le prospect, par exemple, 1 heure avant, il reçoit la notification par email, il sait qu'il a d'autres engagements, ben, il va très tôt vous dire, écoutez, monsieur, je m'excuse, etc. Et généralement, il va vous donner une autre bonne date qui sera une très, très bonne date pour vous, d'accord? Mais ça évite de venir jusque là-bas quand on vous dit qu'il n'est pas là, qu'il n'a pas le temps, etc. Donc, ça aussi, c'est des outils modernes qui sont à notre disposition, faisons-le, voilà, bien. Maintenant, l'autre cas, c'est quand vous tombez sur ce qu'on appelle le bon interlocuteur, qui va vous dire, oui, je suis le directeur commercial, Dramé, voilà. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous lui dites, écoutez, monsieur, nous avons notamment une nouvelle offre de renforcement des capacités des commerciaux, qui est une offre absolument innovante, exclusive, que nous sommes en train de développer, pour lequel nous avons des clients particulièrement intéressants et nous souhaitons notamment vous les présenter parce que vous avez une équipe commerciale qui est en train de faire de bons résultats et nous souhaitons vous aider à rester dans votre leadership. Voilà. Je présente mon produit. Généralement, le prospect qui est en face de vous va avoir envie d'en savoir un peu plus. Ça va être, oui, mais justement, il s'agit de quoi? De quoi parlez-vous? En quoi c'est différent? Etc. Et là, il y a la tentation de négocier. Et ne négociez pas. Parce qu'il y a le téléphone que l'autre a et à tout moment, il peut vous dire, oui, mais nous savons, ça ne nous intéresse pas, et il raccroche et vous perdez. Donc, ne faites pas ça. Travaillez plutôt sur l'envie de vous rencontrer. Ok? Ça va être, écoutez, justement, monsieur,
Cette nouvelle offre est assez particulière. C'est une offre sur laquelle la technicité est vraiment très très bien élaborée. Et je crois qu'en parler au téléphone sera vraiment particulièrement dommage. Je vous propose qu'on se voit le lundi à 15 h ou plutôt le jeudi à 10 h selon votre disponibilité. Voilà. Donc repartons sur l'envie de prendre un rendez-vous. Parce que l'objectif, c'était d'avoir un rendez-vous. L'objectif, c'était pas de négocier au téléphone. Et ça, beaucoup de gens le font. Et généralement, quand vous le faites, vous perdez le prospect. Il va vous dire oui, mais écoutez, on va en reparler, je vous rappelle, etc. Il coupe et il ne vous reprend plus. Et c'est une perte. Donc ça aussi, c'est un piège sur lequel je voudrais inviter les représentants commerciaux à notamment éviter de tomber sur ces pièges et d'avoir le plus de chances d'avoir des rendez-vous. Voilà, bien. Maintenant, comment préparer le rendez-vous? Comment aller négocier? Comment gagner lors du rendez-vous? Ce sera l'objet de notre prochain live, notamment ce mardi. Voilà, bien. Je voudrais vous remercier très sincèrement pour le temps que vous donnez pour écouter, notamment, voilà. Je remercie l'ensemble des personnes aussi qui ont bien vu suivre directement en direct, notamment Madame Tian de Kofina, Kaolag, une femme très charmante, très gentille, très très professionnelle, voilà. Je parlerai bien de Dramé, de toutes ces personnes vraiment de Laibamba. Excusez-moi, j'ai pas les noms sous mes yeux. De la charmante dame qui m'avait rappeler que la musique passait, ben, je ne le savais pas. Voilà, je vous remercie énormément et j'aime bien cet engagement que vous avez dans les vidéos. Voilà. Laibamba, bien sûr, hein, on n'a absolument rien à dire. Voilà. Monsieur Diaby, voilà. Alors vous, j'attends vos challenges vidéo là. Hein. Si moi, le vieux, je fais des vidéos, j'attends vous aussi vos vidéos. Je voudrais que chacun d'entre vous montre qu'il fait le sport à la maison. Parce que, en fait, ce qui m'a amené à développer un peu ce challenge, c'est que j'ai rencontré, en tout cas, j'ai parlé à beaucoup de gens qui souffrent de maux de tête énormes, de migraines. La tension monte, pour d'autres la tension baisse. Et ça, c'est dû au fait que les gens ne font pas de sport. C'est pourquoi j'ai initié un peu ça. Et je voudrais que chacun d'entre nous, sur sa page Facebook, ou en tout cas dans ses relations avec les autres, rappelle qu'on peut faire du sport en dansant, en faisant un grand ménage, en jouant au football avec les enfants, en courant un peu, etc. En tout cas, que chacun se batte et surtout sensibilisons nos parents. C'est très important, les parents, parce que les parents qui sortaient un peu pour aller à la mosquée, pour aller à l'église, pour aller dans les cérémonies familiales, n'arrivent plus à sortir. Nous devons les aider, les sensibiliser pour qu'ils puissent marcher dans la maison, etc. Ça, c'est vraiment des choses sur lesquelles ne l'oublions pas. C'est notre responsabilité. Parce que pour moi, le coronavirus, il fait peur parce que justement, on nous fait peur. Tous les jours, on nous dit, voilà le nombre de personnes qui est infecté, voilà le nombre de morts, etc. Voilà. Moi, j'aurais bien envie que l'OMS mette le curseur sur les autres maladies. Aujourd'hui, on ne nous parle pas, par exemple, de l'hypertension. Ce serait bien que les statistiques sur le corona soient les mêmes sur l'hypertension. Combien de gens chaque jour sont atteints d'hypertension? Combien d'entre eux sont hospitalisés? Combien d'entre eux sont sous respirateur? Combien d'entre eux ont été guéris? Ce serait bien de le faire. Ce serait bien de le faire pour le diabète. Ce serait bien de le faire pour le palu. Ce serait bien de le faire pour toutes ces maladies-là qui fatiguent les gens parce qu'on nous fait peur avec le coronavirus pour lesquels il y a 85% de gens quand même qui arrivent à s'en sortir. Il n'y a que 15% qui sont dans des situations difficiles. Je ne dis pas que ce n'est pas grave, mais il y a d'autres maladies qui tuent encore plus. Si au bout de 3 mois, le corona n'a pu tuer que 200 000, même pas 200 000 personnes dans le monde, il est bien quand même intéressant de se dire les AVC ont tué combien de personnes? Les maladies diarrhéiques ont tué combien de personnes? Ça aussi, je crois que nous devons sensibiliser l'OMS et notre ministère de la Santé à nous sortir aussi ces statistiques-là pour qu'on ait moins peur de cette maladie de coronavirus, mais qu'on puisse aussi avoir une vue plus globale sur l'ensemble de nos problèmes de santé et qu'à l'issue de ce coronavirus, qu'on comprenne qu'il n'y a pas que le coronavirus qui est important, qu'il y a d'autres maladies qui tuent silencieusement des millions, des milliards de personnes et qu'on devait faire attention à l'ensemble de ces maladies. Que les efforts de solidarité qui sont faits sur le Covid-19 doivent être faits sur l'ensemble des autres maladies. Les gens qui ont des problèmes de transplantation, des gens qui ont des problèmes de reins, etc., les gens qui ont des problèmes de diabète. Il y a énormément de maladies de ce genre-là. C'est important que l'OMS et surtout notre ministère de la Santé nous sortent aussi tous les jours des statistiques pour qu'on comprenne qu'il n'y a pas que le corona, que si on fait tous les efforts que nous sommes en train de faire pour combattre le coronavirus, si ces mêmes efforts sont déployés sur les autres maladies 1000 fois plus mortelles, je crois que ça nous permettra d'améliorer la santé,
d'améliorer le niveau de vie, d'avoir beaucoup plus de Sénégalais, de renforcer les gens qui sont compétents et de nous permettre de mieux travailler et de mieux faire évoluer notre pays. Voilà. Je voudrais vous remercier très très sincèrement. Féliciter encore la Bombe à Sec, likez la page, allez partager avec d'autres gens, invitez les gens à suivre et nous restons à votre disposition. Je vous souhaite une très très belle soirée. Il y a un live à venir tout à l'heure qui sera très important. Nous le suivrons ensemble. Bonne soirée et merci.